Balthazar Ebang Ngonga. Dans les rues de Sangola, ce nom était murmuré avec une certaine crainte, accompagné d'un mélange de respect et de méfiance. Pour certains, il était l'incarnation de la justice, le chasseur de corrompus et qui traquait les fauteurs de troubles. Pour d'autres, il n'était qu'un opportuniste, prêt à tout pour asseoir son pouvoir. Mais personne ne connaissait vraiment Balthazar. Personne ne savait l'étendue de son emprise sur cette ville, ni l'empire invisible qu'il avait construit autour de lui. Sangola brillait sous le soleil, ses immeubles scintillant comme les joyaux d'un royaume moderne. Balthazar observait cette ville depuis le pot de son bureau, où chaque détail, chaque bâtiment semblait se plier sous son regard perçant. Il était au sommet de son monde, et sa vie était un enchevêtrement de relations soigneusement orchestrées, chaque femme qu'il rencontrait devenant un pion dans son jeu. Amara Kanda fut la première à entrer dans son réseau. Jeune entrepreneuse déterminée, elle avait su attirer l'attention de Balthazar lors d'un gala de charité. Son sourire franc, ses yeux brillants d'ambition, et son discours sur l'avenir du pays l'avaient immédiatement capté. Pour Balthazar, Amara était comme une étincelle fraîche dans la grisaille des relations d'affaires. Elle était jeune, idéaliste et pleine de rêves qu'il pouvait facilement manipuler. Ils se revirent plusieurs fois, chaque rencontre lui donnant l'opportunité de la séduire un peu plus. Amara admirait son intelligence et la facilité avec laquelle il semblait comprendre ses projets. Elle voyait en lui un mentor, un soutien qui lui ouvrirait les portes du succès. Mais Balthazar, dans chacun de ses gestes, la guidait lentement vers un autre terrain. Un soir, après une longue discussion dans son bureau, ils partagèrent un verre de vin, et elle lui sourit avec une confiance innocente. Cette nuit-là, ils franchirent la limite de la relation professionnelle. Balthazar coucha avec Amara, et, dans ce moment intime, il savait qu'il avait tissé une première chaîne qui la lierait à lui. Memouna, la journaliste respectée de Sangola, fut la suivante à tomber dans son orbite. Elle représentait une voix puissante dans les médias, une force capable de façonner l'opinion publique. Lorsqu'il la rencontra pour la première fois, lors d'un événement officiel, il la complimenta sur ses reportages courageux, admirant publiquement son travail. Memouna, flattée, baissa peu à peu sa garde, voyant en lui un allié dans sa quête de justice. Ils se rencontrèrent à plusieurs reprises pour des interviews et des discussions sur l'intégrité gouvernementale. Balthazar, avec une patience calculée, la guida vers une proximité plus personnelle. Chaque compliment, chaque regard, était un pas de plus dans sa stratégie. Memouna, emportée par son admiration pour cet homme qu'elle voyait comme un modèle, se laissa séduire. Finalement, ils partagèrent une nuit ensemble, où Balthazar la prit dans ses bras, sachant qu'il avait désormais un pied dans les médias grâce à cette relation intime. Il avait couché avec Memouna, assurant ainsi son contrôle sur sa voie publique. Nala, épouse d'un ministre important, vivait dans l'ombre de son mari, négligée et seule. Elle se rendait souvent à des événements pour accompagner son époux, mais leur relation était froide, presque inexistante. Balthazar remarqua rapidement son isolement et sa beauté discrète. Il savait que la séduire pourrait être risqué, mais il ne pouvait résister à l'idée de manipuler une figure aussi proche du pouvoir. Il fit en sorte de croiser son chemin à plusieurs reprises, s'assurant de toujours lui adresser un sourire chaleureux, une attention discrète. Nala, se sentant vue et appréciée, se laissa emporter par la passion naissante qu'elle ressentait pour Balthazar. Leur relation se développa en secret, loin des regards indiscrets, dans des lieux où personne ne pouvait les surprendre. Une nuit, après un dîner privé, ils s'abandonnèrent l'un à l'autre. Balthazar coucha avec Nala, et, en ce moment, il sut qu'il avait tissé un autre lien précieux dans son réseau de contrôle. Aïcha était une femme d'affaires redoutée dans le milieu financier de Sangola. Balthazar savait que s'il réussissait à la séduire, il pourrait avoir un accès privilégié aux informations confidentielles de son secteur. Leur première rencontre fut marquée par une conversation stimulante, où il se montra fasciné par sa vision des affaires et son indépendance. À chaque rencontre, il jouait le rôle d'un confident, d'un soutien moral qui comprenait la difficulté de se faire une place dans un monde dominé par des hommes. Aïcha, flattée par l'attention de cet homme influ, se rapprocha de lui. Elle partageait avec lui des idées, des projets, pensant trouver en lui un partenaire d'exception. Balthazar savait attendre, jouant de patience jusqu'au moment opportun. Puis, un soir, dans l'intimité de son bureau, ils cédèrent à leur attirance mutuelle. Balthazar coucha avec Aïcha, s'assurant ainsi une porte d'entrée privilégiée dans le monde des affaires de Sangola. Chaque femme dans la vie de Balthazar représentait un atout, un avantage stratégique qu'il pouvait exploiter pour consolider son emprise sur Sangola. Pour chacune, il avait adopté un masque différent, ajustant ses mots et ses gestes pour répondre à leurs attentes, leurs faiblesses, leurs désirs. Dans l'intimité partagée avec chacune d'elles, il scellait une relation où il détenait le contrôle total, où elle lui appartenait désormais, même sans le savoir. Balthazar était satisfait. Son réseau s'étendait, et avec chaque conquête, il consolidait son empire invisible. Mais au fond de lui,
il sentait une tension croissante, un danger qui se profilait. Car il savait que la moindre erreur, la moindre faille, pourrait révéler son véritable visage et briser le fragile équilibre qu'il avait créé. Balthazar avait construit son empire de manière méticuleuse, chaque relation renforçant un secteur de sa vie, chaque conquête tissant une emprise nouvelle sur Sangola. Mais il ignorait que les fissures commençaient déjà à se former dans les fondations de cet empire. Son succès, basé sur des manipulations et des secrets, risquait d'être ébranlé par ses propres excès. Balthazar et Bang Ngonga avaient tout orchestré pour que Sangola, capitale resplendissante de Sankoba, devienne son terrain de chasse. Son bureau luxueux, ses gestes calculés. Sa réputation publique de chasseur de corrompus n'était qu'une façade derrière laquelle il cultivait une vie secrète faite de conquêtes. Pour Balthazar, séduire et coucher avec une femme n'était pas seulement un plaisir, c'était une manière de tisser un réseau d'influence et d'asservissement. Mais ce qui avait commencé comme un moyen de renforcer son pouvoir s'était transformé en une obsession. Plus de 400 femmes étaient passées par son lit, chacune d'elles marquée par son charme et sa manipulation, chacune croyant être unique, sans jamais soupçonner l'ampleur de son harem invisible. Chaque nouvelle conquête renforçait son sentiment de contrôle. Plus il couchait avec de femmes, plus il se sentait invincible. Pour lui, chacune de ses relations intimes était une victoire, un symbole de son ascendant sur les esprits et les corps de Sangola. Il ne se contentait pas des femmes de son cercle immédiat, il s'étendait aux sphères des affaires, des médias et même de la haute société politique. Il n'hésitait pas à s'aventurer auprès des épouses de ministres, des femmes d'affaires ambitieuses, des journalistes et des artistes. Son approche était subtile, il n'avait pas besoin de forcer, il savait captiver, charmer et rendre chacune de ses conquêtes dépendante de lui. Balthazar couchait avec elle une première fois, puis une seconde, puis autant de fois qu'il le jugeait nécessaire pour asseoir son influence. Chaque acte charnel était une pierre ajoutée à l'édifice de son empire personnel. Amara, Memouna, Nala et Aïcha n'étaient que quelques-unes des nombreuses femmes de sa vie. Chacune d'elles avait découvert progressivement qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait d'autres femmes dans les bras de Balthazar, des centaines d'autres femmes, chacune traitée comme une pièce essentielle mais remplaçable de son puzzle. Les rumeurs prenaient de l'ampleur. Des murmures circulaient parmi les élites de Sangola, certains connaissaient quelqu'un qui avait partagé un moment d'intimité avec Balthazar. Amara, l'entrepreneuse ambitieuse, avait été l'une des premières à remarquer les signes. En conversant avec d'autres femmes de son réseau professionnel, elle avait entendu plusieurs allusions. Peu à peu, une image se formait dans son esprit, celle d'un homme multipliant les relations, s'entourant de conquêtes, et laissant dans son sillage des cœurs brisés et des ambitions compromises. Elle tenta d'interroger Memouna discrètement, mais la journaliste, par prudence ou par honte, se déroba. Balthazar voyait chacune de ses relations comme une propriété. Il se considérait comme le maître de ces femmes, leur offrant des privilèges ou des promesses d'avancement en échange de leur fidélité. Lorsqu'il couchait avec une femme, il inscrivait mentalement son nom dans la liste de ses conquêtes, la voyant non plus comme un individu, mais comme une ressource stratégique. Nala, l'épouse d'un ministre, représentait pour lui une forme de conquête politique. Lorsqu'il partageait des moments d'intimité, elle devenait pour lui une passerelle vers des secrets gouvernementaux, un moyen de garder un pied dans les cercles fermés de la politique. Nala, autrefois confiante et pleine de vie, avait fini par sentir que sa relation avec Balthazar la vidait de son énergie. Chaque rencontre intime n'était plus pour elle un plaisir, mais un rappel de son isolement et de sa dépendance. Avec Aïcha, la femme d'affaires, il jouait un jeu plus subtil. Il l'avait séduite pour l'accès qu'elle pouvait lui fournir au milieu financier de Sangola, et chaque fois qu'il se retrouvait dans l'intimité, il glanait des informations sur ses contacts et ses affaires. Aïcha, pourtant redoutable dans les affaires, se sentait prise dans un piège invisible, incapable de se libérer de l'emprise de Balthazar. Alors que les rumeurs circulaient sur l'étendue de ses conquêtes, certaines de ses relations commencèrent à se détériorer. Amara, Memouna, Nala et Aïcha, ainsi que d'autres femmes anonymes, commencèrent à se poser des questions. Elle n'avait peut-être pas encore de preuves tangibles, mais elle se doutait qu'elle n'était pas seule. La jalousie et la méfiance montaient en elle, créant une tension latente dans les cercles où Balthazar évoluait. Memouna, la journaliste, commença à remarquer des incohérences dans les paroles de Balthazar, des absences inexpliquées, des retours tardifs. Elle réalisa qu'il avait une influence sur bien d'autres femmes, une toile invisible qui s'étendait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Un soir, elle se retrouva à espionner Balthazar, tentant de le suivre discrètement alors qu'il quittait un restaurant. Elle le vit rejoindre une autre femme, dont elle ne connaissait ni le nom ni le visage. Ce fut un choc pour Memouna, qui comprit qu'elle n'était qu'un jouet parmi tant d'autres. Peu à peu, Balthazar sentit l'étau se resserrer autour de lui. Les murmures s'amplifiaient. Les 400 femmes avec lesquelles il avait couché étaient autant de témoins potentiels, autant de voix prêtes à se retourner contre lui. Sa réputation, autrefois impeccable, était menacée par les jalousies et les colères qu'il avait semées.
Il avait cru qu'en multipliant les conquêtes, il augmenterait son pouvoir. Pourtant, il se retrouvait prisonnier de son propre réseau. Certaines femmes, comme Amara, commencèrent à parler discrètement aux autres, partageant leurs soupçons et leurs histoires, tissant à leur tour un réseau de solidarité contre lui. Les relations que Balthazar avait jadis si bien orchestrées menaçaient de s'effondrer, et chacune de ces femmes, autrefois subjuguée par son charme, devenait une menace pour lui. Balthazar, jusque-là aveuglé par son succès et sa soif insatiable de conquête, commençait à perdre pied. Il n'avait pas prévu que les femmes de sa vie se rencontreraient, qu'elles discuteraient, et que leur méfiance croissante se transformerait en révolte silencieuse. Ces 400 femmes, qu'il considérait comme ses possessions, commençaient à se libérer de son emprise, déterminées à mettre en lumière le véritable visage de Balthazar. Bang Engonga, dans l'obscurité de son bureau, Balthazar, pour la première fois, sentit l'angoisse l'envahir. Car il savait qu'un empire bâti sur le mensonge et la manipulation finissait toujours par s'effondrer. Et cette fois-ci, ce seraient les femmes qu'il avait utilisées qui tiendraient les clés de sa chute. Balthazar n'aurait jamais imaginé que son empire si minutieusement bâti puisse s'effondrer en l'espace d'une nuit. Mais ce matin-là, il fut réveillé par une série de messages et d'appels sur son téléphone. Des appels manqués, des notifications, des messages en urgence. Tous les noms de sa liste de contacts semblaient vouloir lui parler à la fois. Confus, il consulta ses messages, son cœur battant de plus en plus fort à chaque nouveau texte lu. La première vidéo montrait Balthazar dans son bureau, un espace censé être protégé de tout regard, un sanctuaire où il avait cru pouvoir tout contrôler. Dans cette vidéo, Balthazar apparaissait avec Memouna, la journaliste. La vidéo ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Ils étaient visibles dans des ébats explicites, capturés par une caméra dissimulée. L'angle de la caméra et la qualité des images prouvaient que cette vidéo n'était pas accidentelle. Quelqu'un avait filmé ces moments intimes avec l'intention de les rendre publics, mais cela ne s'arrêtait pas là. Peu après, une autre vidéo fit surface, cette fois montrant Balthazar avec Nala, l'épouse du ministre. Puis une autre, et encore une autre. En quelques heures, plus d'une dizaine de vidéos furent publiées sur les réseaux sociaux, toutes montrant Balthazar avec des femmes différentes, dans des situations compromettantes. Les vidéos circulaient à une vitesse fulgurante, partagées des milliers de fois par des citoyens choqués et des journalistes avides de scandales. Bientôt, le nombre de vidéos accessibles en ligne laissait supposer qu'il en existait des centaines, chacune révélant un nouvel aspect des relations de Balthazar. Sangola fut plongé dans une frénésie médiatique sans précédent. Les radios, les chaînes de télévision, les blogs et les réseaux sociaux ne parlaient plus que de l'affaire Balthazar. Les discussions dans les cafés, les bureaux et les marchés tournaient tout autour de ce scandale explosif. Les citoyens étaient consternés de découvrir que l'homme qui s'affichait en défenseur de la justice et de l'intégrité était en réalité un manipulateur sans scrupules. Profitant de sa position pour séduire et contrôler des centaines de femmes influentes, les médias, y compris ceux contrôlés par certains alliés de Balthazar, furent forcés de couvrir l'affaire. Les vidéos étaient trop largement diffusées pour être ignorées. Les journalistes parlaient de l'homme aux 400 conquêtes, un surnom qui devint vite viral. Les caricatures de Balthazar circulaient, le représentant comme un prédateur entouré de ses proies, et des débats s'enflammaient autour de la morale et de la corruption dans les sphères de pouvoir. Memouna, la journaliste qui apparaissait dans l'une des premières vidéos, fut l'une des premières à réagir publiquement. Dans un article publié sous un pseudonyme, elle décrivit son expérience, révélant comment elle avait été manipulée par Balthazar et utilisée pour son réseau. D'autres femmes commencèrent à faire de même, chacune racontant sa propre histoire, exposant au grand jour le jeu de contrôle et de manipulation qu'il avait exercé sur elles. Les cercles politiques furent secoués par le scandale. Balthazar avait non seulement compromis des journalistes et des femmes d'affaires, mais aussi des épouses de ministres et des responsables influents. Nala, qui apparaissait dans plusieurs des vidéos, devint malgré elle le symbole de la trahison conjugale au plus haut niveau. Son mari, furieux et humilié, tenta de minimiser l'affaire en affirmant que sa femme avait été manipulée, mais la rumeur courait que leur mariage était en danger. Le président de Sankoba, conscient de l'ampleur de la crise, convoqua une réunion d'urgence avec ses conseillers pour discuter de la manière de gérer cette affaire. Le scandale Balthazar devenait une menace directe pour l'image du gouvernement, et le président savait que son propre pouvoir risquait d'être remis en question si les citoyens perdaient totalement confiance en leurs dirigeants. Après des heures de débat, il fut décidé que Balthazar devait être suspendu de ses fonctions. Au moins le temps de l'enquête. Cette suspension fut annoncée publiquement, mais elle ne suffit pas à calmer la colère populaire. Pendant ce temps, les femmes de l'entourage de Balthazar se rassemblèrent, chacune animée par un désir de justice et de vengeance. Amara, Memouna, Nala et Aïcha se retrouvèrent secrètement pour discuter de ce qu'elles pouvaient faire pour mettre définitivement fin à l'influence de Balthazar. Chacune raconta son histoire, partageant les détails de la manière dont il avait exploité leurs faiblesses et joué avec leurs émotions.
Elles décidèrent de réunir leurs ressources et de constituer un dossier contenant toutes les preuves de ces manipulations, afin de les présenter publiquement. Elles contactèrent d'autres femmes avec qui Balthazar avait eu des relations, les incitant à témoigner. Leur objectif n'était plus seulement de dénoncer un homme, mais de briser le réseau de corruption et de manipulation qu'il avait construit. Face à la pression médiatique et à la montée de la colère des citoyens, Balthazar se retrouva acculé. Pour la première fois, il sentit l'étendue de sa vulnérabilité. Son nom, autrefois associé à la justice et à l'intégrité, était désormais synonyme de scandale et de déshonneur. Ses alliés, craignant pour leur propre réputation, commencèrent à prendre leur distance. Des membres influents du gouvernement, autrefois fidèles, l'abandonnaient les uns après les autres, redoutant que le scandale ne les éclabousse. Balthazar, dans une tentative désespérée de restaurer son image, organisa une conférence de presse où il tenta de se justifier, évoquant une machination contre lui. Mais les journalistes présents, incluant d'anciennes conquêtes, le pressèrent de questions compromettantes, le poussant à bout. Les preuves accumulées, les vidéos et les témoignages étaient accablants, ils ne pouvaient plus dissimuler la vérité. Les habitants de Sangola, galvanisés par le scandale, descendirent dans les rues pour manifester contre la corruption et les abus de pouvoir. Les pancartes portaient des messages demandant justice, et le nom de Balthazar devint un symbole de l'oppression des puissants sur les faibles. Le peuple exigeait des réformes, des changements dans les structures de pouvoir pour empêcher qu'un homme comme Balthazar ne puisse un jour exercer une telle emprise. Les femmes qu'il avait manipulées, les 400 fantômes de son passé, se mirent en tête de porter l'affaire devant les plus hautes instances, demandant des poursuites pour abus de pouvoir et pour exploitation de leur faiblesse. Le dossier monté par Amara, Memouna, Nala, Aïcha et d'autres conquêtes devint une arme pour dénoncer les pratiques de corruption au sein du gouvernement. Balthazar se retrouva isolé, désavoué par ceux qui, autrefois, le soutenaient. Son empire de conquête, construit sur des manipulations et des promesses creuses, s'effondra comme un château de cartes. Il fut démis de ses fonctions, et les autorités, sous la pression populaire, ouvrirent une enquête officielle qui pourrait le mener en prison. Ses biens furent saisis, et il fut contraint de quitter sa luxueuse résidence pour un exil forcé, loin de la ville qu'il avait autrefois contrôlée. Balthazar, l'homme aux 400 conquêtes, finit par disparaître de la scène publique, emporté par la tourmente qu'il avait lui-même provoquée. Sa chute devint un exemple pour le peuple de Sangola, un avertissement sur les dangers de l'ambition démesurée et des abus de pouvoir. Balthazar, autrefois tout-puissant et intouchable, n'était plus qu'une ombre dans la mémoire collective de Sangola. Alors que son nom avait marqué le début de l'affaire qui avait secoué la nation, il était désormais effacé des conversations publiques. Remplacé par des termes de réforme, de résilience et de justice. Sa chute ne se limitait pas à sa disgrâce personnelle, elle laissait derrière elle un éveil collectif, particulièrement chez les femmes qu'il avait autrefois manipulées. Tamara, la jeune entrepreneuse qui avait été l'une des premières à percevoir les signes de la duplicité de Balthazar, se retrouva au centre de cette renaissance collective. Son expérience avec Balthazar, bien que douloureuse, devint une source de force intérieure. Elle avait découvert à travers cette épreuve une résilience insoupçonnée, et elle se promit de transformer cette expérience en quelque chose de constructif. Amara créa une fondation pour les jeunes entrepreneuses de Sangola, avec pour objectif de les aider à se développer sans dépendre de figures d'autorité corrompues. Elle organisa des ateliers, des formations et des conférences pour enseigner aux femmes comment se protéger des abus de pouvoir et comment bâtir leur carrière en restant intègres. La fondation attira rapidement des soutiens, et Amara devint un symbole de réussite et de lutte contre l'oppression. Ce qu'elle avait vécu avec Balthazar ne la définissait plus. Cela l'avait au contraire libérée. Pour Memouna, la journaliste, le scandale Balthazar fut l'élément déclencheur d'un nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir elle-même été exposée au public par une des vidéos, elle prit la décision de revendiquer son expérience, refusant de se laisser écraser par la honte. Dans un article percutant, elle dévoila tout, non seulement sur sa relation avec Balthazar, mais aussi sur les mécanismes de manipulation dont il avait fait usage. L'article fit grand bruit, inspirant d'autres femmes à partager leurs histoires. Memouna devint une figure respectée dans les médias pour sa transparence et son courage. Elle créa une série de reportages exposant les abus de pouvoir dans le gouvernement et les entreprises, plaçant les valeurs de vérité et de responsabilité au centre de son travail. Grâce à son engagement, Memouna redéfinit le journalisme de Sangola, transformant les médias en un espace de justice et de transparence. Nala, l'épouse du ministre, se retrouva seule et en conflit avec son propre passé. Sa relation avec Balthazar avait brisé son mariage et terni sa réputation dans les cercles politiques. Mais Nala décida de ne pas se laisser définir par cette trahison. Elle quitta Sangola pour se retirer dans son village d'origine, où elle passa des mois à réfléchir sur sa vie et sur les décisions qui l'avaient menée jusqu'à Balthazar. Ce retour aux sources lui permit de retrouver une certaine paix intérieure. Elle s'investit dans des projets communautaires, aidant les femmes rurales à obtenir des financements pour développer leurs propres activités.
Nala se rendit compte que sa vraie vocation était d'apporter son soutien aux femmes en situation de vulnérabilité, et elle se consacra pleinement à cette nouvelle mission. Elle avait peut-être perdu son statut social dans la capitale, mais elle retrouvait une dignité bien plus précieuse dans le service aux autres. Aïcha, la femme d'affaires, fit face à de nombreuses critiques lorsque son nom fut mentionné dans les retombées du scandale. Ses associés doutaient de son jugement, certains pensant même qu'elle avait compromis leurs affaires pour plaire à Balthazar. Mais Aïcha était une femme forte, et elle décida de prendre sa revanche de manière intelligente. Elle réorganisa son entreprise, prouvant à ses détracteurs qu'elle était une femme d'affaires compétente et intègre. Elle investit dans des programmes de formation pour jeunes femmes dans le secteur de la finance, leur enseignant non seulement les compétences techniques, mais aussi comment éviter les pièges de la manipulation et du chantage. Sa réussite, forgée dans la douleur, devint sa revanche silencieuse sur Balthazar et sur tous ceux qui avaient douté d'elle. Aïcha montrait par son succès que sa dignité et son expertise restaient intactes. L'impact du scandale Balthazar dépassa les femmes qui l'avaient directement manipulé. Dans la société de Sangola, une prise de conscience collective émergea, amenant les citoyens à remettre en question les structures de pouvoir et à exiger des changements. Les manifestations populaires qui avaient éclaté après la fuite des vidéos se transformèrent en mouvements citoyens pour des réformes politiques et sociales. Sous la pression du peuple, le gouvernement de Sankoba fut contraint de lancer des initiatives de transparence et de mettre en place des lois plus strictes contre les abus de pouvoir et les manipulations sexuelles. Les femmes prirent une place centrale dans cette transformation, dénonçant ouvertement les comportements d'hommes influents qui exploitaient leur position pour exercer un contrôle sur elles. Les cercles politiques, autrefois fermés et secrets, devinrent plus accessibles au regard public. Les citoyens, inspirés par l'audace des femmes qui avaient dénoncé Balthazar, commencèrent à réclamer un gouvernement qui rendait des comptes. Le scandale Balthazar avait été un signal d'alarme, et Sangola s'engageait désormais sur une voie de renouveau, où le pouvoir devait se mériter par la justice et non par la manipulation. Pour Amara, Memouna, Nala, Aïcha et toutes les autres femmes affectées par Balthazar, cette affaire représentait bien plus qu'un simple épisode de leur vie. Elles avaient affronté leurs propres vulnérabilités, leurs propres failles, et en étaient ressorties plus fortes et plus conscientes de leurs valeurs. Chacune avait appris à ses dépens que le pouvoir pouvait être à la fois destructeur et illusoire. Balthazar, dans sa quête insatiable de contrôle, avait finalement perdu ce qu'il avait cherché à posséder. L'affaire Balthazar devint une leçon pour toute une génération. Dans les écoles, les jeunes filles apprenaient les histoires de femmes comme Amara et Memouna, des modèles de courage et de résilience. Les discussions autour de la morale, de l'éthique et de l'égalité prirent une place importante dans la société. Les femmes, particulièrement, trouvèrent une force collective dans cette affaire, et beaucoup s'engagèrent dans des mouvements pour protéger les droits des autres et renforcer leur position dans la société. Balthazar, loin de Sangola, fut contraint de vivre avec les fantômes de son passé. Son empire, autrefois inébranlable, s'était effondré sous le poids de ses propres excès. Il n'était plus le maître de rien, ni de son destin, ni des souvenirs de ses conquêtes passées. En exil, il fut rongé par la solitude, réalisant que chaque conquête, chaque manipulation, l'avait éloigné un peu plus de son humanité. Pendant ce temps, Sangola, libéré de son emprise, se relevait peu à peu. Les blessures laissées par ces manipulations étaient encore visibles, mais les femmes et les citoyens de la ville avançaient vers un avenir plus juste et plus éclairé. Ce que Balthazar avait détruit, ils avaient réussi à le reconstruire, mais cette fois-ci, avec des fondations faites de vérité, de respect et de solidarité.